Bonjour Michel, merci pour la réception ici dans ton atelier, ou dans votre atelier plutôt. Voilà 3 tableaux choisis de la série Light Gravity qui a commencé vers 2010. Il faut bien s'entendre d'abord sur le sens du mot gravity, c'est la force de gravité de la Terre ou la gravité dans un sens, en un sens plus général. Donc le mot en anglais veut dire l'apesanteur et la gravitation aussi. Et c'est vrai qu'on est très intéressé par les phénomènes atmosphériques, la grande physique des étoiles, des particules, etc. Et donc la question de la gravitation et de l'attraction en général est une question centrale pour nous, parce qu'on considère que on vit dans un univers chaotique en fait, et que donc les formes se constituent et se défont pas en se rapprochant, parce qu'une a plus de densité que l'autre, et donc elle exerce soit un pouvoir d'attraction, soit alors un pouvoir de répulsion. Et c'est dans cet univers très instable qu'on a voulu un peu situer notre réflexion artistique. Alors pourquoi Light Gravity? Parce que donc on est dans des quantités assez légères, et d'autant plus qu'on est en art. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le cosmos, les comètes, etc., les gros astres, mais au contraire dans quelque chose qui est une infime partie, comme un miroir de cette grande affaire universelle. Et donc, voilà, on étudie cette gravity light, very light, et donc en regardant comment les nuages se font et se défont dans la matière picturale par exemple, et ça donne un univers assez vaporeux, instable, fait de phénomènes impondérables. Donc, toutes sortes de thèmes sont venus. D'ailleurs, à partir de la réflexion que Mojgan, avec qui je forme un couple maintenant depuis plusieurs années, un couple artistique, a développé dans sa thèse de doctorat sur le vide. C'est-à-dire que plus on regarde la matière à l'aune du vide, plus on sent très bien ce qu'il peut y avoir de légèreté. Par exemple, les cosmonautes, lorsqu'ils entrent en apesanteur, leur corps massif devient comme un grain d'avoine, un flocon d'avoine ou de paille qui s'envole. Et donc c'est ça qu'on a voulu un petit peu voir. Si on enlève l'horrible pesanteur des choses, qu'est-ce qui se passe dans les rapprochements de natures différentes concernant les couleurs, concernant les matières mêmes, sableuses ou non sableuses. Donc voilà, il y a cette espèce d'intervention dans un monde sans pesanteur qui nous paraît, grâce au vide, allégé de la matérialité. Alors que dans une période plus ancienne, j'étais très attentif aux matières aussi pesantes. Enfin, moi, j'ai jamais utilisé trop de la terre ou du caillou, enfin des choses très dures, mais quand même, il y avait de temps en temps des effets de pâte, en fait, etc. Et là, je crois qu'on est dans des matières vraiment pelliculaires, impondérables, et donc on rejoint toute une sensibilité de l'art contemporain concernant ce que Duchamp appelait l'inframince. Et donc on est voilà dans une zone comme ça très subtile de la variation des choses. Et alors on se rend compte que dans le monde, en fait, ces zones subtiles sont extraordinairement intéressantes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des téléphones portables, des ondes, enfin, etc. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que des choses lourdes qui étaient importantes, et que les matériaux légers et les ondes étaient beaucoup plus importants
que les choses très terre-à-terre et très terriennes. Et donc on s'est envolé dans une sorte de ciel de l'apesanteur qu'on veut faire ressentir dans nos travaux picturaux, par exemple. Quand vous transportez les chaos sur les tableaux, il y a aussi une possibilité de reconnaître des formes ou c'est aussi une expérimentation, n'est-ce pas? Quel en pourrait être le résultat? Alors oui, c'est une expérimentation, mais évidemment, il y a un ou deux sujets qui travaillent, donc nous sommes deux et nous travaillons alternativement dans les mêmes toiles. Et donc il y a des éléments qui apparaissent souvent un peu hors sujet à notre insu. On voit apparaître des formes, des visages. Donc, il y a des formes que nous décidons à l'avance, par exemple lorsqu'on utilise des rayures pour couper l'espace, des scotch par exemple qui vont matérialiser une limite, alors on décide qu'il y a telle ou telle partie qui sera plus sombre et l'autre plus claire. Mais à l'intérieur de l'univers qu'on dit chaotique, apparaissent des nébuleuses, des nuages et des visages surtout. Alors pourquoi ces visages? C'est une question que d'autres se posent aussi. Quelqu'un qui parle, un ami photographe sur qui j'ai écrit, qui voit des origènes, ce qu'il appelle, c'est-à-dire qu'un visage originel naît souvent là où on ne l'attend pas, dans une écorce de bois ou dans une peinture qui a été délavée, grattée. Tout d'un coup, un visage apparaît là où on pensait qu'il y avait une peinture en aplat. Et on a un peu le même phénomène, c'est-à-dire lorsqu'on travaille dans des matières assez fluides et incertaines, tout d'un coup, des corps apparaissent, des corps impondérables. Et la question du corps est évidemment passionnante parce qu'il y a des corps qui sont des agrégats de matière bien constitués avec des squelettes, en fait, etc. Mais il y a aussi des corps qui sont plus vaporeux, plus incertains, des corps qui se diluent dans les formes du tableau. Qui se diluent dans les formes du tableau. Et si on regarde l'univers aussi, par exemple, les nuages, c'est quelque chose qui est formidable, qui a intéressé beaucoup d'ailleurs de philosophes. Par exemple, chez Lucrèce, il y a toute une partie sur comment se forment les nuages, comment les nuages se transforment en pluie. Enfin, il y a une très grande poétique et réflexion sur les nuages. Eh bien, on a un peu le même phénomène lorsqu'on travaille des matières au sol, c'est-à-dire que dans un univers assez fluide, des corps s'organisent. Peut-être c'est le mystère de la création du monde. Il y avait quelque chose qui était de la poussière et puis tout d'un coup est arrivé un germe qui a fomenté comme ça une petite attraction, une bactérie qui a engendré quelque chose et ainsi de suite. Et donc c'est cette réflexion qu'on a sur la formation des corps et des nouveaux corps qui est passionnante pour l'imaginaire esthétique, plastique, parce que là on a des formes inédites qui sont tout à fait intéressantes avec des particules, avec des espèces de strates. Ça ressemble de temps en temps à de la géologie ou de temps en temps à un mur qui s'effrite ou un champignon qui naît comme ça sur une branche. Et on a des éléments, des mondes que la science étudie, qui sont les mêmes au fond que ceux que la science étudie. C'est tout un travail de recherche aussi, n'est-ce pas? Oui, parce que évidemment, on s'intéresse à la recherche en art plastique et donc dans les sciences aussi, on est passionné par la recherche scientifique. Nous retrouvons ici sur les tableaux de la série Light Gravity une prise à peu près instantanée d'un moment en pleine évolution. Je voudrais citer la première phrase de ta description sur cette série qui, il me semble, est autant travaillée que le tableau, car si on omettrait le titre Light Gravity, cette phrase Light Gravity cherche à établir une nouvelle
densité devient une tâche que tu poses à un artiste, cherche à établir une nouvelle densité de corps et de phénomènes à partir d'autres paramètres déliés des traditionnelles lois de la pesanteur. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que on a la mise en évidence d'autres lois que celle de la chute des corps, hein, parce que très souvent, donc, on avait, Sartre s'est amusé beaucoup avec ce thème-là dans son étude sur le Tintoret, l'idée que les corps, C'est un marque qui tombe. voilà, qui tombent du ciel et donc voilà, ça choix. Mais ça peut aussi rebondir et donc on a des phénomènes tout à fait intéressants qui sont l'explosion, la coulure, une espèce de dilution latérale, la vapeur, la condensation. Donc il y a un certain nombre de phénomènes qui relèvent de cette théorie des particules fines. Alors la science nous aide beaucoup parce que évidemment elle a mis en évidence qu'il n'y a pas que des phénomènes continus dans le monde. Par exemple, la mathématique fractale essaie un peu de théoriser le chaos. Et donc il y a des tourbillons. Voilà. Comment se forme un tourbillon Mais selon des règles précises, n'est-ce pas? Oui, selon des règles tout à fait précises, mais c'est pas la même quantification que celle de la mesure. Ce sont quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre du statistique et où la position de la particule elle-même n'est pas déterminée. C'est-à-dire, on met en évidence une question de mobilité à l'intérieur de l'image et à l'intérieur notamment de la peinture, qui est que voilà, ça garde un pouvoir aléatoire et vibratoire tout à fait certain. Et malgré ça, on peut quand même donner des limites à cette vibration, c'est-à-dire que ça n'est pas l'explosion en tous sens, mais c'est au contraire un certain sens d'écoulement ou de propagation qui est très intéressant à regarder. En quoi ce tableau pose réellement un problème aux visiteurs? Oh, il ne pose aucun problème, il a l'impression au contraire d'être soulevé dans le ciel, transporté dans un monde sans pesanteur, et lui-même, son corps s'allège. Et c'est ce qu'on fait souvent lorsqu'on fait du sport, par exemple. On veut que le corps soit léger, qu'il puisse sauter haut, aller très vite, etc. Donc ça rejoint des rêves élémentaires du corps. En d'autres mots, un corps serré autour d'autres signes ou phénomènes qui, eux, dépendent d'autres formes qui n'ont rien à faire avec les règles bien connues de la pesanteur. Ce résumé correspond-il à ta conception? Tout à fait, oui. Ensuite, tu parles du miroitement, des reflets, des brillants en grains multiples et du flottement, la marche en apesanteur. Il y a un rapport précis à l'ensemble de votre œuvre. En quoi cette série de Light Gravity en est une étape? Alors, effectivement, là, tu as énoncé des mécanismes comme le flottement, la marche en apesanteur, et puis aussi les effets de miroir. Et là, évidemment, on s'est beaucoup intéressé aux miroirs aussi. On a peint sur des miroirs à un certain moment. Et donc, le miroir, lorsqu'il est découvert par endroits et par endroits recouvert par la peinture, apporte un élément supplémentaire de variabilité. Le reflet a une qualité assez précise, hein, ce n'est pas n'importe quoi qui se reflète, mais en même temps, ça reste vraiment très évanescent, un reflet, c'est rien du tout. Et du coup, ça nous a aussi amené à repenser l'image, parce que on a trop conçu l'image, et je crois qu'il y a des théoriciens de l'art qui le font comme
un double, comme une empreinte de quelque chose. Ça vient du voile de Véronique. Et l'exposition que Bernard-Henri Lévy avait faite à la Fondation MAC partait de cette idée de l'empreinte et du voile de Sainte Véronique. Mais en réalité, si on travaille sur des reflets, on n'a plus du tout cet effet d'empreinte. Et donc on peut avoir quelque chose qui est beaucoup plus fugace, qui va insister sur le passage et qui va modifier complètement le point de vue. C'est-à-dire que dans l'empreinte, au fond, la rencontre est frontale, quelque chose s'applique de face à une autre, et dans le reflet, quelque chose peut être vraiment à 180 degrés autour, et donc on a des angles qui déformant, et on peut produire d'ailleurs certains phénomènes comme les anamorphoses, enfin, etc., qui vont transformer complètement les corps. Ce qui veut dire qu'en fait, dès qu'on est dans une image, on n'est pas du tout dans du réel, mais dans une espèce de pelure légère, inframince, où quelque chose se détache qui n'est qu'une peau possible d'un phénomène qui est beaucoup plus vaste et qui pourrait être pelé à l'infini, c'est-à-dire que prendre un objet en image pourrait être un processus infini de décapage de la forme initiale et de multiplication des doubles. D'ailleurs, c'est ce que la photo numérique a bien compris, parce que les gens se sont mis à prendre des dizaines et des centaines de milliers de photos. Je ne sais pas combien on peut prendre de photos numériques dans une vie, mais ça peut être un nombre très très important. Par contre, ils n'ont pas très bien compris que justement il y a des possibilités complètement différentes. En général, ils se mettent devant la Tour Eiffel ou devant Notre-Dame et ils prennent une photo d'eux-mêmes, comme quoi ils y étaient. C'est un selfie. Et donc là, ils font référence à l'ancienne photographie qui est que, bon, j'étais là, ça a été, c'est une empreinte de moi, mais ils ne comprennent pas que, en fait, la Tour Eiffel ou Notre-Dame peuvent être vues sous des quantités d'angles et ils mettent le doigt dans un processus sériel infini, puis il faudrait qu'ils reviennent plus souvent, tous les ans, et voir comment leur visage se modifie, leur corps se modifie, et comment le bâtiment lui-même se modifie aussi. Donc il y a là une quête infinie du temps, qui n'est pas la recherche spécialement de l'instant méthodique, mais qui est que les choses prolifèrent en images. Les choses sont des matrices à images perpétuelles et que donc elles nous mettent dans un tourbillon de reflets. Et voilà, c'est un peu de ça que notre art veut parler, c'est-à-dire que voilà, on est dans ce monde où l'instable est en même temps une source de prolifération infinie et de génération spontanée. Cela me rappelle mes innombrables voyages dans la vallée du Rhin, où chaque fois je prends des photos et chaque fois le paysage, pour chaque voyage, se présente d'une manière complètement différente. Alors le temps est évidemment, le temps au sens de Wever, est évidemment quelque chose de très intéressant, parce que quand on regarde un ciel, si on le regarde l'instant d'après, il n'est pas tout à fait le même, et le jour d'après non plus, et donc c'est constamment changeant. Comment faire une théorie des climats avec ça, je ne sais pas, mais en tout cas c'est un modèle de réflexion, parce que il y a un changement constant du ciel, et le ciel est quelque chose de formidable, parce que il fait varier les couleurs, il fait varier aussi les formes de nuages, etc. Et donc il y a là une forme artistique. On devrait pouvoir produire du ciel. Des artistes ont déjà commencé à travailler avec du brouillard, de la vapeur de brouillard, mais on pourrait aussi simplement mettre des capteurs sur le ciel, et on aurait une œuvre tout à fait formidable si on reproduisait ça sur grand écran. Parce que si on le voit cadré, un morceau, on ne s'aperçoit pas du ciel parce qu'on voit le ciel dans son entier. Mais si on voit un morceau,
on pourrait se rendre compte comment il y a un changement constant et c'est formidable de voir l'écoulement du temps sous cette forme-là. Revenons à Light Gravity, il y a aussi de la poésie, un peu. On arrive à l'inconnu. Bien sûr, alors la poésie, dans notre travail, elle est là de façon constante. Mojgan dit souvent qu'au fond, quand on fait un tableau, c'est une sorte de haïku. Le haïku, c'est une rencontre d'éléments qui sont des éléments fugaces. Hein, on se rappelle du célèbre haïku de Bachot, là, le vieil étang, une grenouille y plonge, plof, le bruit de l'eau. C'est-à-dire que quelque chose se produit à un temps T qui réunit trois éléments qui peut-être ne se retrouveront jamais plus ensemble. Et c'est un peu ce qui se passe pour nos tableaux, c'est-à-dire qu'il y a une poésie de l'instantané et de l'éphémère qui est captée par chaque tableau. Et c'est pour ça que on a un chantier fini devant nous et notre vie n'y suffira peut-être pas, mais on voudrait retenir quelques exemples de ces rencontres entre des matières, une journée, une inspiration, et puis nous deux qui multiplions aussi la mobilité du système. Une rencontre avec la matière, ça me plaît beaucoup. Oui, parce que évidemment on travaille toujours avec un peu de matière. Il y a toujours dans ce vide une pincée de matière quand même, une proportion qui n'est pas rien. Et c'est parce qu'il y a aussi beaucoup de vide avec cet écart et cette dilution peut se faire. À la fin de ce texte sur Light Gravity, tu évoques une incommensurable liberté. En quoi consiste ce rapport entre l'art et la liberté? C'est une liberté qui est au fond à la fois une dérive au sens presque situationniste du terme et une errance, c'est-à-dire que c'est pas une liberté tellement sartrienne au sens de projet, choix, etc. Une liberté qui débouche sur une éthique, mais c'est plutôt au contraire une contemplation d'un monde dans lequel on doit être mobile et donc on serait sautillant sur ce monde-là. C'est une liberté très enfantine, comme l'enfant qui se met à sauter sur les rochers au bord de la plage. Et voilà, on voudrait maintenir cette liberté par rapport à la sollicitation d'avoir une réponse instantanée et immédiate. Alors là encore, les œuvres de collaboration que nous avons faites, Mojgan et moi, sont tout à fait intéressantes dans leur structure parce que dès qu'il y a une conception ou une élaboration duelle, il y a un ensemble qui sort de la philosophie de l'ego qui est trop souvent pesante chez les artistes. C'est-à-dire qu'il y a constamment un chassé-croisé, un ensemble de questions-réponses entre je et tu, et puis il y a un nous aussi, et donc voilà, il y a un dialogue incessant et puis une sorte de tremblement à l'intérieur de la création même. Et c'est cette espèce d'agitation qui est aussi une liberté centrale et concentrée, c'est-à-dire que l'agitation n'est pas vaine, mais au contraire permet une certaine forme d'effervescence et presque de jouissance pour parcourir les formes et les lieux. Le parcours, c'est quelque chose de très important. Au fond, c'est un peu une des capacités de l'homme, c'est de marcher au fond. Hein, s'il n'y avait pas la marche ou la course, on ne serait pas ce qu'on est. De même que le poisson fuse dans l'eau et nage. Bon, il y a des formes comme ça qui consistent à se déplacer, qui sont très très importantes. Et ben, la liberté, c'est ça, c'est de pouvoir se déplacer au fond.
Et voilà, nous sommes des individus déplacés dans le monde et nous voulons déplacer aussi les choses. Oui. Bien que tu aies mentionné quelques différences avec Sartre, je voudrais quand même demander une toute petite précision. Le rapport art et liberté a un côté militant, je trouve. En 1978, dans l'interview avec le titre Penser l'art, tu as demandé à Sartre, pourriez-vous plus largement dégager l'aspect politique que vous attribuez à l'art? Et vous avez essayé de le faire apparaître. Et ta réponse aujourd'hui à cette question, ce serait? C'est une grande question, mais un peu autre. C'est-à-dire que, bon, il est évident qu'il y a un sens politique dans l'art, même si l'art ne désigne pas immédiatement un engagement particulier. Mais le seul fait, par exemple, de dire il faut qu'il y ait du déplacement, il faut qu'il y ait de la marche, c'est un geste aussi politique, c'est un geste de libération. Je pense que les pouvoirs politiques essaient toujours d'assigner les gens à résidence. On veut créer de plus en plus de frontières, de contrôle, empêcher les émigrés de migrer. Le monde a toujours migré, il y a toujours eu des migrations humaines, animales, etc. Donc pouvoir se déplacer, c'est un acte politique. Sinon, les pouvoirs enfreignent les règles élémentaires de l'humain et de l'animal. Donc, toutes ces prisons, ces résidences, etc., même les artistes, on les met dans des résidences. Hein, on veut qu'ils soient à disposition d'un public, etc. C'est évidemment contraire au principe de liberté. Bon, Sartre s'est intéressé à beaucoup d'artistes de la liberté, comme Giacometti, Vols, Rebérol, par exemple, et Calder, avec son mouvement, ses mobiles. Et à Stuttgart, il y en a aussi. donc, il est allé vers un art du déplacement, et puis le cinéma. Bon, voilà, il aimait beaucoup le cinéma, et le cinéma, c'est vraiment de l'image en mouvement. En 1945-1946, il a beaucoup écrit sur le cinéma. Il était aux États-Unis, n'est-ce pas? De cette façon, je le rejoins. Mais évidemment, les formes artistiques auxquelles je m'intéresse maintenant sont plus tout à fait les mêmes. La période a changé. Bon, lui était davantage attiré par l'art expressionniste abstrait. Et donc aujourd'hui, bon, l'expressionnisme qui est quand même une théorie du sujet. Je pense qu'il faut le déplacer, et il faut ouvrir l'espace. Et c'est pourquoi nous-mêmes, nous déplaçons aussi beaucoup dans l'espace. Nous exposons en Chine, en Corée, enfin, etc., dans des pays très très divers. La liste des expositions est sur ton site, n'est-ce pas? Les expositions internationales m'intéressent beaucoup plus que les expositions franco-françaises. Donc je veux faire jouer mon image vers des cultures différentes. Bon, ça serait encore une autre histoire, mais les cultures différentes sont toujours prêtes à recevoir les marcheurs. Et elles sont en mouvement en ce sens. C'est-à-dire on ne peut pas les considérer comme des entités, mais elles sont des espaces poreux. Et c'est cette porosité qu'on essaie d'utiliser en s'infiltrant à l'intérieur des territoires autres. Donc cette logique de la perméabilité des territoires, c'est la même que celle de nos matériaux dans la peinture ou dans les installations que nous faisons. Donc nous voulons que les frontières restent ouvertes et que nous puissions changer de public à volonté. Merci d'avoir répondu à nos questions.